Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette dernière conférence de cette deuxième journée du Salon Explore Espace avec une question, on a eu beaucoup de questions frappantes au cours de ce festival, au cours de cette journée, et alors là on est vraiment sur une apothéose. Où sont les extraterrestres? Une question que vous êtes peut-être déjà posée, moi je me la suis déjà posée en tout cas, et alors je ne sais pas si on aura la réponse ce soir avec Alain Sirou, mais en tout cas on aura sans doute des pistes de réflexion. Alors Alain Sirou, je ne sais pas si je dois vous le présenter, mais vous savez que c'est un observateur du monde de l'astronomie et du ciel aussi, hein, parce que Alain, tu as commencé comme astronome amateur, comme beaucoup d'entre nous, depuis très longtemps déjà, donc qui a longtemps dirigé l'Association française d'astronomie, qui est aujourd'hui directeur de la rédaction de Ciel et Espace depuis de nombreuses années, une revue, j'imagine, que vous connaissez, et si vous ne la connaissez pas, découvrez-la. Et puis vous avez aussi sans doute peut-être rencontré, entre guillemets, Alain sur les ondes, puisque la voix de la science sur Europe 1 a souvent été portée par Alain Sirou. Donc là, on va parler d'un sujet qui nous interpelle tous. Je suis très curieux de découvrir la conférence, parce qu'on en discutait juste avant, je ne sais pas du tout ce que tu vas raconter. En tout cas, voilà, on a 1 heure devant nous, on va essayer de faire 50 minutes pour la conférence à proprement parler, et puis on essaiera d'avoir 10 minutes de temps de questions et d'échanges entre vous et notre conférencier. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit pour vous accueillir quand même. Merci beaucoup, merci David, merci à vous d'être là ce soir, et je suis toujours très ému évidemment de parler en public. On n'est pas habitué quand on est souvent devant un micro de voir des personnes en face, et c'est toujours plus impressionnant. Voilà, pourquoi j'ai choisi ce thème? Je disais tout à l'heure à David parce que j'ai l'impression d'avoir été et d'être toujours un observateur privilégié et de vivre une époque tout à fait extraordinaire. On a assisté cet après-midi à une conférence d'un moonwalker, donc un homme qui a marché sur la Lune. J'étais absolument fasciné. J'étais petit devant mon écran de télévision quand il marchait sur la Lune. Mes parents avaient acheté la télé pour marcher sur la Lune, et je trouvais ça absolument incroyable, et j'avais pas encore levé les yeux au ciel, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Et là, sur cette question des extraterrestres au sens large dont je vous parlais, j'ai le même sentiment depuis à peu près une vingtaine d'années. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout d'abord vous démarrer une histoire. Et cette histoire, c'est celle de ce personnage. Ce personnage, c'était en juin 1947, est un aviateur privé qui se promène au-dessus des monts Rainier dans l'État de Washington, et qui décrit au volant, excuse-moi Bernard, mais comment dit-on, au manche de son avion, l'observation de 9 objets brillants. Et ces objets brillants qu'il va dessiner, dont il va parler à un journaliste, sont arrondis à l'avant, triangulaires à l'arrière. Vous voyez, ça ressemble vraiment à une sorte de boomerang. Et le journaliste avec qui il échange entend ce monsieur lui parler d'une observation très bizarre, très curieuse. Les objets vont à très grande vitesse. Il dit, vous comprenez, ça se déplaçait dans le ciel un peu comme quand vous lancez, vous faites ricocher une soucoupe sur l'eau. Et le mot soucoupe a été utilisé par donc, le journaliste américain comme étant l'observation, qui va déclencher l'observation et la vague qu'on appelait de flying saucer, les soucoupes volantes, les fameuses soucoupes volantes. Et on voit bien que dès le départ, il y a... alors, on a des conférences ici sur la cosmologie, le Big Bang, etc. Il y a des mots qui prennent des sens différents de ce qu'ils sont réellement. Mais cette première observation va déclencher, en 1947, dans le monde entier, un certain nombre de vagues qui seront reprises pratiquement dans tous les pays, dans tous les journaux, en Europe, aux États-Unis, dans le monde, en Inde, etc. On va voir dans le ciel des phénomènes étranges qui seront alors dessinés, photographiés. J'adore ces images parce qu'elles sont extrêmement dramatiques. Vous voyez vraiment tout de suite la tension qui existe de ce
que sont ces vagues, ces passages de soucoupes volantes dans le ciel, toujours des flying saucers, et qui laissent supposer que eh bien, la Terre est visitée par des engins, en tout cas par des lumières bizarres, qui nous donnent en tout cas des signes un peu inquiétants. C'est pas nouveau, c'est pas vraiment nouveau au sens où finalement on se retrouve, disons au milieu du XXe siècle, dans une position analogue de ce que nos ancêtres avaient connu à la fin du XIXe siècle. L'idée que les astronomes avec des télescopes observant des planètes comme Mars, je pense en particulier aux États-Unis où on avait cru déceler des canaux à la surface de la planète rouge, laissait supposer que Mars était habité et que Mars étant une planète aride, extrêmement difficile, eh bien on pouvait supposer que la vie qui vivait à la surface de cette planète avait envie de déménager et mieux que ça, viser la Terre comme étant un objectif. J'adore aussi ces couvertures de science-fiction où on voit pour la première fois les êtres étranges que sont ces personnages verts. Ça n'est pas non plus nouveau dans l'histoire de l'humanité, puisque la question du sommes-nous seuls, qu'on se pose toujours de façon différente dans l'histoire de l'humanité, existe dès que les hommes se posent des questions sur le ciel. Et j'adore cette phrase du philosophe présocratique, donc grec du IVe siècle, Métrodore de Chios, qui dit « Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers. » Dès le départ, la question du sommes-nous seuls se pose et deux écoles se bagarrent. D'un côté, les atomistes qui considèrent que l'univers étant infini, il n'y a strictement aucune raison qu'il n'existe pas des planètes partout et donc de la vie partout. Et de l'autre côté, Platon et Aristote qui, eux, considèrent qu'il n'existe qu'un seul monde habité, qui est la Terre, et donc que le ciel, lui, étant un domaine de Dieu, est immuable et parfait, donc ne pouvait changer et consacre, si je puis dire, la prédominance de l'homme à la surface de notre planète. Il faudra attendre 15 siècles quand même, donc 1500 ans avant que on puisse, avec la Renaissance, voir voler en éclats ce qu'on appelle la sphère des fixes, c'est-à-dire l'idée de ce monde accroché au-dessus de nos têtes. Et ce sont Copernic qui décale la Terre du centre dans lequel il avait été placé, puis Kepler, puis Galilée, qui avec la lunette vont complètement bouleverser ce monde. Mais je pense que je ne vous apprends rien, simplement l'idée de la pluralité de mondes habités, c'est-à-dire l'idée qu'il existe des mondes ailleurs avec d'autres vies à la surface, est une idée qui refait surface, et c'est quand même une idée assez récente. 5 siècles, c'est pas beaucoup. Alors, la question, puisque j'ai démarré avec ma petite histoire de Kenneth Arnold qui voit des objets dans le ciel, la question qui se pose, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aux États-Unis, où les Américains ont, avec beaucoup d'argent et beaucoup de cerveaux physiciens, et je pense en particulier au projet Manhattan qui a permis justement de faire exploser la première bombe atomique sur White Sand, c'est-à-dire Alamogordo, c'est-à-dire dans les déserts américains, on vient voir un physicien qui est un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi, qui a travaillé à Los Alamos, et on lui pose la question, ce qu'on a vu dans le ciel, est-ce que ça pourrait être des objets de provenance extraterrestre? La question est posée à Enrico Fermi. On ne connaît pas vraiment bien les détails de la façon dont Fermi est approché, ni des discussions, mais on est dans une époque qui est une époque extrêmement troublée, où la bombe atomique, évidemment, fait l'objet de spéculations sur qui la possède, sur les études en cours, et on sait que tout le monde observe tout le monde, c'est la guerre froide. Il existe un projet américain qui s'appelle Mogul, qui est extrêmement confidentiel et qui consiste à justement envoyer des ballons sondes pour écouter dans l'ionosphère les explosions atomiques que pourraient déclencher les soviétiques. On sait que ces bombardements, en tout cas ces tests, pourraient être entendus par des ballons sondes extrêmement
sensible, et tout le monde a intérêt à se taire. Vous savez que l'armée, c'est la grande muette, moins on en dit, mieux le sait, et c'est l'adage. Hein. Un secret, c'est une chose qui se dit qu'à une seule personne à la fois. C'est une première chose. Et puis le deuxième adage, c'est celui à qui tu confies ton secret le gardera aussi bien que toi. Donc tout le monde dit qu'il ne sait pas, et tout le monde regarde ces expériences avec beaucoup d'intérêt. Fermi pose l'équation suivante, ou en tout cas la réflexion suivante. Enrico Fermi dit « Si les extraterrestres existent quelque part dans l'univers, autour de nous, dans la galaxie, et qu'ils sont nés plus tôt que nous. Alors nous sommes nés, si je puis dire, il y a quelques centaines de milliers d'années, 2 millions d'années si on remonte aux hominidés. Mais on peut imaginer que des individus, en tout cas de la vie intelligente, soient apparus quelques centaines de millions d'années, voire 1 milliard d'années avant nous. Sachant que la datation que l'on a aujourd'hui de l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années, en tout cas après le Big Bang. 1 milliard, c'est pas grand-chose, finalement, le Soleil a 5 milliards d'années. Supposons qu'une vie intelligente soit apparue dans la galaxie il y a 1 milliard d'années. Alors, ça veut dire que s'ils existent, qu'ils sont intelligents, ils peuvent avoir une avance technologique absolument considérable. Et ils auraient pu, les calculs sont faits, c'est assez facile, en supposant par exemple qu'ils voyagent à la vitesse de 1 centième de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, vous faites 1 centième, c'est déjà pas mal, ça va à très grande vitesse, vous vous promenez d'étoile en étoile, vous vous arrêtez là où il y a des planètes, vous installez des colonies, puis vous repartez. En fait, Fermi démontre très rapidement qu'on peut traverser et on peut, entre guillemets, visiter notre galaxie qui fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre en moins d'1 milliard d'années. Alors, dans ce cas-là, si ça c'est possible, il devrait être là. C'est l'observation de Fermi. Or, Fermi dit, finalement, il n'existe nulle part ailleurs, sur Terre en tout cas, de présence d'extraterrestres. On n'en voit pas, il n'y a pas de signe. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur on nous cache des choses, les pyramides sont potentiellement la démonstration de ce qu'on a été visité. Alors il y a une théorie sur les cosmonautes du passé, etc. Mais on ne voit pas aujourd'hui ni de vaisseaux, ni d'artefacts, ni de robots de façon évidente qu'on amène dans un laboratoire en disant ça, c'est d'origine extraterrestre. Ça n'existe pas, amenez-moi la preuve, on verra si c'est le cas. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas là, alors la question réelle qu'ils se posent, c'est où sont-ils? Voilà. On arrête là pour Fermi. Et ça se referme aux États-Unis avec la conclusion d'Enrico Fermi qui dit voilà, ils ne sont pas là. La question c'est où sont-ils? Comment peut-on progresser à ce moment-là? Un astronome qui est toujours vivant, on est aujourd'hui en contact avec lui pour justement continuer à discuter de la façon dont les choses progressent, qui s'appelle Frank Drake aux États-Unis, imagine le projet OSMA. OSMA consiste à écouter, en avril 1960, avec un radiotélescope, des étoiles qui sont des étoiles proches. On a l'étoile Tau Ceti, donc Tau de la baleine, je crois que ça doit être 10, 11 années-lumière d'ici, c'est-à-dire la proche banlieue. 11 années-lumière, c'est vraiment la porte à côté. Et puis Epsilon Eridani, ça doit être aussi c'est 10,5 années-lumière. Et donc l'idée, c'est l'idée qu'on connaît tous aujourd'hui du programme SETI, qui consiste à écouter des étoiles en disant s'il y a des gens qui sont technologiquement développés, alors ils ont développé de la radio, ils ont développé des communications, et on doit pouvoir recevoir, en écoutant peut-être, c'est un peu le côté bouteille à la mer, mais écoutons les étoiles et voyons si on détecte quelque chose. C'est en 1960 que démarre ce programme, et ce programme existe toujours encore aujourd'hui sous d'autres formes, mais c'est une première, je dirais, approche scientifique pour tenter de résoudre le problème. Mais surtout, ne bougez pas, c'est pas terrible, il pose une fameuse équation qu'on appelle l'équation de Drake, et qui va conduire toute la recherche actuelle. Alors, c'est finalement le nombre
civilisations extraterrestres dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions rentrer en contact. Alors, ça, ce nombre-là qui est un inconnu, est fonction d'un certain nombre de choses que l'on va voir, mais en fait, c'est fonction du nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie, c'est-à-dire combien de soleils, entre guillemets, naissent chaque année. C'est fonction du nombre d'étoiles qui possèdent des planètes. C'est fonction du nombre moyen de planètes par étoile qui sont potentiellement propices à l'existence de la vie. Vous voyez, c'est une succession de choses qu'il va falloir résoudre. La fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement, la fraction sur laquelle apparaît une vie intelligente, pas seulement la vie, mais la vie intelligente, et puis fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, et la durée de vie moyenne d'une civilisation. Donc il pose les bases finalement d'une recherche qui mélange à la fois l'astronomie, ou en tout cas des données qui peuvent être des données extrêmement précises sur lesquelles vont travailler des astronomes, et puis des données qui sont plus difficiles, peut-être plus qui ont plus en lien avec la biologie, qui ont plus en lien avec une certaine sociologie, en tout cas, de cette recherche. Alors, prenons chaque terme. Regardons déjà le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie. Ça, pour le compte, on a un calcul aujourd'hui extrêmement précis, et il est assez fascinant. Je peux vous dire que aujourd'hui, par an, il y a 10 étoiles qui naissent dans notre galaxie à nous, en sachant que dans l'univers, ça fait à peu près 10 000 étoiles par seconde. Ça laisse pantois. Même si nous savons aussi aujourd'hui, en regardant loin dans le passé, que ce taux de formation, donc la fécondité en quelque sorte des étoiles dans notre galaxie, est 10 fois inférieure à ce qu'elle était au début du Big Bang. C'est-à-dire peu de temps après le Big Bang, lorsque les premières galaxies se sont formées. Mais on a aujourd'hui une donnée extrêmement précise sur la quantité d'étoiles qui se fabriquent dans notre propre galaxie. Alors, il faut mettre les choses au point très clairement. On sait aujourd'hui, et j'adore cette analogie, qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. C'est aussi quelque chose qui donne le vertige, mais qui peut, encore une fois, être démontré. Pour le compte, il suffit, entre guillemets, de prendre une photo de notre centre galactique, et puis cette photo, vous prenez 2 stagiaires. Vous prenez un stagiaire, vous lui demandez de compter le nombre d'étoiles sur cette image, et puis un deuxième stagiaire qui compte la même quantité d'étoiles, et puis vous comparez, vous faites la moyenne. Et là, vous avez une assez bonne indication de la quantité d'étoiles dans notre galaxie, en sachant que c'est un petit peu comme le médecin lorsqu'il fait un prélèvement sanguin. Il ne va pas vous enlever tout le sang pour compter les globules rouges et les globules blancs. Il va faire un prélèvement et ensuite on va le déterminer. Donc on sait que environ, le viron étant une assez bonne unité de mesure dans cette affaire-là, environ entre 200 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie est une première indication. Puis après, vous faites la même chose avec un grand télescope comme Hubble. Vous regardez dans une direction privilégiée, là où vous avez, je dirais, tout l'alignement des galaxies, et vous comptez le nombre de galaxies présentes sur ces images. Prenez des stagiaires un peu plus compétents, un peu plus sensibles aux galaxies. Et là aussi, vous comptez le nombre de galaxies dans ces champs profonds qui sont faits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les images sont exceptionnelles. C'est-à-dire, depuis le lancement de Hubble, il y a une trentaine d'années, on a des galaxies qui apparaissent partout dans l'univers et qui donnent encore une fois cette idée absolument extraordinaire de la quantité d'objets présents. Donc là, on a une statistique qui dit que si on étend ce comptage à l'ensemble du ciel, alors on arrive environ à 300 milliards d'étoiles, 300 milliards de galaxies visibles dans le ciel observable. Donc vous faites 300 milliards par 300 milliards, 300 milliards d'étoiles par 300 milliards de galaxies, et vous tombez sur un grand nombre qui est de l'ordre de 10 puissance 21. Et puis après, c'est peut-être le plus difficile, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est de compter le nombre de grains de sable à la surface de la Terre. Ça, c'est pas nécessairement très facile, mais c'est faisable, puisque vous pouvez prendre un seau, vous pouvez prendre un volume d'1 mètre sur mètre, et puis vous comptez le nombre de grains de sable, et puis après vous regardez les terres qui sont visibles, les plages, le désert, vous déterminez une profondeur particulière,
Et grosso modo, vous tombez sur un chiffre de l'ordre de 10 puissance 20, 10 puissance 21, assez comparable au nombre d'étoiles visibles dans le ciel, observables par les astronomes avec les grands télescopes dans les galaxies. Et là, on a une idée de ce que c'est que J'adore cette expression, qu'est-ce que c'est qu'une grandeur astronomique? Une grandeur astronomique, c'est de se dire, il y a au moins autant d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne le vertige sur ce qui va suivre. Bon, on passe à l'équation suivante. Deuxième terme, c'est la fraction de ces étoiles qui possèdent des planètes. Bon, on en connaît au moins une, c'est le Soleil. Le Soleil a des planètes. On en connaît 9, Mercure, etc. Enfin, pas Pluton, ça a été déclassé, mais bon, en tout cas jusqu'à Neptune. Sauf que ça, c'était quelque chose qui, jusqu'en 1995, était la seule information que nous possédions. Nous n'avions aucune possibilité de savoir s'il existait des planètes autour d'autres étoiles. Là, encore une fois, une image que j'adore, c'était celle qui était donnée par les astronomes avant 1995 en disant c'est pratiquement introuvable, c'est comme si vous étiez au sommet de la Tour Eiffel et que vous cherchiez à observer l'équivalent d'une luciole tournant autour d'un phare à Marseille. Vous avez à la fois la luminosité à résoudre et la distance. Donc on pensait, en tout cas les astronomes pensaient, que c'était impossible ou que ça n'existait pas. Et en 1995, grâce donc à Michel Mayor et à Didier Queloz, donc français et suisse, à l'Observatoire de Haute-Provence, on découvre pour la première fois, c'est une annonce extraordinaire. Pour moi, elle marque vraiment la fin du XXe siècle. C'est qu'en 1995, on découvre pour la première fois qu'existe autour d'une autre étoile que le Soleil une planète. Et ça, c'est un Big Bang tout à fait extraordinaire. D'autant que c'est pas avec les plus grands télescopes du monde, c'est pas avec des télescopes spatiaux qu'on découvre ça, mais c'est avec beaucoup d'intelligence et un observatoire que vous connaissez sans doute, de nom en tout cas, l'Observatoire de Haute-Provence. Et l'idée est simple, si vous avez une étoile et qu'autour de cette étoile tourne une planète, vous n'allez pas nécessairement la voir, mais elle va se comporter, cette étoile, exactement comme un lanceur de marteau, une lanceuse de marteau aux Jeux Olympiques. Vous voyez, on prend le marteau, on se met à le faire tourner autour de soi. On ne voit plus le marteau à un moment donné, mais le lanceur bouge. C'est-à-dire que le centre de gravité commun entre l'étoile et la planète va faire osciller l'étoile. Et lorsqu'une étoile oscille, dans la lumière de cette étoile, alors, on peut le voir, lorsqu'elle se rapproche, elle est plus visible, entre guillemets, elle est dans le bleu, et lorsqu'elle s'éloigne, elle est plus visible dans le rouge. C'est le phénomène des camions de pompiers, l'effet Doppler. Lorsque la sirène des pompiers s'approche, elle est plus aiguë, lorsqu'elle s'éloigne, elle est plus grave. Et les astronomes observent des oscillations et réussissent à prouver que finalement c'est la présence d'une planète qui tourne autour de cette étoile qui en dénonce l'existence. C'est extraordinaire et c'est un grand moment dans l'histoire de l'astronomie moderne. Sauf que, évidemment, c'est doublé d'une surprise extrêmement importante. Ce qui tourne autour de cette étoile, ça n'est pas une planète normale. L'étoile est un petit peu plus vieille que le Soleil. Elle a 7 milliards d'années. Elle est un tout petit peu plus grosse que le Soleil. Pas beaucoup, mais un peu plus. Mais la planète qui tourne autour, 51 Pégase B, c'est une planète qui est une grosse planète, sans doute extrêmement massive, en tout cas de gaz, mais qui tourne extrêmement près de l'étoile qui, en fait, tourne en quelques jours autour de cette étoile. On n'a jamais vu ça dans le système solaire. Donc c'est ce que les astronomes vont qualifier de Jupiter chaud, qui apparaît pour la première fois, et donc une anomalie dans ce qu'on pensait être des planètes. On a toujours imaginé que c'était l'équivalent du système solaire. Donc on va s'intéresser très rapidement, alors au sens général de l'astronomie d'observation, à essayer de comprendre d'où viennent ces planètes, comment elles sont fabriquées. Donc on va d'abord essayer de voir des planètes qui naissent autour d'étoiles jeunes, et on va découvrir des disques de poussière, de gaz, qui orbitent autour des planètes et qui forment, alors là c'est un dessin, là c'est une photo,
mais qui par modèle d'accrétion, vous avez des petits grains qui se collent les uns aux autres. C'est difficile à décrire en termes physiques, il faut vraiment avoir... il y a une très grande subtilité au départ, mais en tout cas, ce sont ce qu'on appelle des planétésimaux, des petits corps qui s'agrègent, qui, en tournant dans ces nuages de gaz et de poussière d'étoiles jeunes, forment des planètes et qui rapidement apparaissent pratiquement sur toutes les images des grands observatoires. Je dis grands observatoires parce qu'en même temps de cette révolution de découvrir les premières exoplanètes, alors vous savez, c'est un peu comme lorsque vous allez en forêt chercher des cèpes. Ce qui compte, c'est le premier cèpe. Ça veut dire que c'est un coin à cèpe. Et puis vous l'avez repéré celui-là. Quand vous en avez un, vous en avez plein partout. Et là, vous savez que c'est le bon endroit. Et pour les planètes, ça m'a beaucoup amusé, c'est que dès qu'on a découvert la première exoplanète, on a compris comment on pouvait faire pour en trouver d'autres. Et surtout, on a compris le mécanisme. Donc, je reviens à mes grands observatoires. La mise en service au Chili de grands télescopes, qui soient optiques ou qui soient radio, va permettre de détecter des nuages de poussière qui tournent autour d'étoiles jeunes. Et là, vous avez des images venues donc du Very Large Telescope, un instrument qui s'appelle SPHERE, et qui montre qu'on a masqué par un système artificiel, c'est un cache, l'étoile au centre, pour voir apparaître autour de ces étoiles des disques de poussière qui fabriquent des planètes. Donc on voit des planètes en cours de fabrication, et on voit ces planètes émerger, et on voit même, ça c'est une image assez récente, mais je l'adore, on voit même ce qu'on appelle des exolunes, c'est-à-dire des lunes qui se forment dans des nuages de débris qui tournent autour de planètes et qui montrent que le système est un système qui existe partout et qu'on peut vraiment voir la naissance et de planètes et d'exolunes. Cette image a été réalisée donc au Chili par un réseau d'antennes, 66 antennes exactement, à plus de 5000 mètres d'altitude, qui observent certaines régions de la galaxie et qui voient naître des planètes et des lunes. Et là, on a un disque dont les astronomes estiment qu'il est capable de former l'équivalent de 3 lunes. J'adore la précision. Donc, on voit naître ces planètes, et on sait très vite que les planètes sont un sous-produit de la formation des étoiles. C'est-à-dire que là où une étoile, il y a des planètes, formées ou pas formées, des systèmes ou pas de systèmes, mais on les voit se fabriquer. Et on les voit émerger, si je puis dire, de ces nébuleuses, de ces débris de gaz et de poussière qui tournent autour des étoiles, et apparaître dans toutes les tailles, tous les formats en quelque sorte. La technique trouvée par nos astronomes, donc Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont été récompensés très récemment par le Nobel de physique, n'est pas la seule. Il y a une deuxième technique, qui n'est pas la seule non plus, mais qui est assez intuitive et qui est assez géniale aussi, c'est que s'il existe des planètes qui tournent autour des étoiles, alors il y a de grandes chances que de temps en temps, nous soyons bien placés pour que ces planètes, ces exoplanètes donc extérieures, passent devant l'étoile et fasse une mini-éclipse, ce qu'on appelle un transit. Donc on puisse voir la baisse de luminosité de l'étoile et qu'on puisse détecter la présence de ces planètes de façon indirecte. Encore une fois, on ne les voit pas, mais on voit leur présence. Et c'est ce qui est évidemment fait parce que des grands télescopes et des télescopes spatiaux, pas seulement grands, qui vont, comme Kepler, être lancés pour observer ce type d'événements, vont détecter très rapidement la présence de planètes. Et vous voyez, regardez la quantité, le nombre d'exoplanètes découvertes par année depuis 1995. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on lance des satellites et qu'on met en service des grands instruments, eh bien, on voit très clairement la quantité d'exoplanètes exploser. Et là, ça concerne toujours les étoiles proches. Ce qui fait qu'on ne peut plus voir, depuis quelques années, le ciel de la même façon. On voyait des étoiles dans le ciel en pensant qu'elles pouvaient être uniques. Aujourd'hui, on doit les associer systématiquement à la présence de planètes autour d'elles. Et quand je vous disais qu'il y a plus d'étoiles dans le ciel, ou au moins autant d'étoiles dans le ciel que de grains de sable autour de la Terre, il faut augmenter cette vision par le nombre de planètes tournant autour de chaque grain de sable.
encore une fois, une vision tout à fait nouvelle et tout à fait moderne. Autre terme posé par l'équation de Drake, c'est le nombre de planètes par étoile propice à la vie. Là, on est bien embêté pour répondre. On peut déjà dire la Terre. Ça, c'est clair, puisque nous sommes là pour en parler. Mais là, encore une fois, il faut se souvenir d'une chose. C'est ce que j'appelle l'affaire de taille. C'est-à-dire que on ne peut pas parler des étoiles dans l'univers sans savoir qu'elles sont aussi différentes qu'une population prise individuellement. Alors là, j'ai pris juste les questions de taille. Vous voyez ici la preuve que vous pouvez mettre dans Jupiter l'équivalent d'un millier de Terres. Vous pouvez utiliser 1300 Jupiter pour fabriquer, si je puis dire, un Soleil. Et puis vous vous rendez compte que le Soleil n'est qu'une toute petite étoile parmi plein d'étoiles qui peuvent être effectivement éminemment plus grosses. En voici quelques-unes. Mais c'est presque l'inverse de ça. C'est que 80% des étoiles au moins sont des toutes petites étoiles, beaucoup plus petites que le Soleil. Et donc vous ne pouvez pas aujourd'hui penser la recherche des planètes extérieures sans vous poser la question de leur masse et donc de leur luminosité, et donc la quantité de chaleur qu'elles émettent. Et les astronomes vont inventer, si je puis dire, une notion qui est très intéressante, qui est très discutable aujourd'hui, qui est la zone d'habitabilité. Alors la démonstration est très simple. Vous avez en haut le Soleil et vous voyez donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, Jupiter. Et vous voyez qu'à bonne distance, c'est-à-dire là où est la Terre, eh bien, vous avez des conditions où la présence de l'eau liquide, solide et gazeuse est possible. Ça s'appelle la zone habitable puisque c'est là où nous sommes. Si vous avez une étoile plus petite, et c'est le cas de celle-ci, Gliese 581, autour de laquelle, donc est une petite étoile, beaucoup plus petite que le Soleil, autour de laquelle on a trouvé 6 planètes qui orbitent autour, alors elles ne sont pas, je dirais, elles sont beaucoup plus proches, mais la zone habitable est décalée. Et vous voyez qu'on peut trouver, effectivement, et qu'on va rechercher autour de ces endroits qui sont différents de ce que l'on connaît dans le système solaire, la présence de planètes et voir leur habitabilité. C'est un concept intéressant, mais c'est un concept difficile. Habitable, ça veut dire là où on est. Donc si on regarde toujours ce même système, on se rend compte qu'il y a des endroits où les planètes peuvent être autour de leur étoile dans une zone dite habitable, mais par moment, vous pouvez avoir des orbites, comme cette orbite-ci, où la planète qui va tourner autour de l'étoile va se trouver à un moment donné dans une zone habitable, mais comme l'excentricité de son orbite est importante, eh bien, vous avez un moment où vous allez avoir froid. Donc, ni trop chaud, ni trop froid, là où il fait bon vivre, ce n'est pas une notion qui est facile à retenir, mais c'est en tout cas la première notion qui permet d'attirer l'attention sur des objets que l'on va suivre. Alors, on voit apparaître, encore une fois, grâce aux nouveaux satellites qui sont dédiés à la recherche d'exoplanètes, on voit apparaître des objets très intéressants. Voilà, un objet qui s'appelle TRAPPIST 1. Alors TRAPPIST, c'est une référence à un instrument qui permet d'observer la recherche, enfin qui permet la recherche d'exoplanètes. Vous avez le Soleil ici comparé à la petite étoile TRAPPIST. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. C'est une étoile assez banale dans l'univers. Je vous disais, à peu près 80% des étoiles ont ces tailles-là. Petite étoile rouge, petite étoile qui a une température, disons que c'est 8 à 10% de la quantité de chaleur solaire. Et on a trouvé autour de cette étoile TRAPPIST un système qui montre 7 planètes. Voici les planètes de TRAPPIST. Alors là, vous avez un dessin très intéressant qui vous montre le système solaire, donc le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, etc. Vous avez la zone habitable. Et si on mettait la petite étoile TRAPPIST et ses planètes à la place de notre Soleil, vous voyez où ça serait. C'est-à-dire c'est vraiment des systèmes minuscules où l'étoile a presque la taille de Jupiter et les planètes qui tournent autour,
dont les tailles sont assez comparables parfois à Vénus ou à la Terre, sont extrêmement rapprochées de leur système. Donc, ce qu'on découvre au fur et à mesure des observations, ce sont des mondes qu'on ne connaissait pas et dont on avait totalement ignoré l'existence. En tout cas, on ne supposait pas que ça pouvait exister. On voit apparaître aussi le concept, alors celui-là je l'ai beaucoup aimé, et je continue à beaucoup l'aimer, c'est le concept de super-Terre. La Terre, oui, est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'une super-Terre ? Alors, super-Terre, tel que c'est défini dans les observations astronomiques aujourd'hui, ce sont des objets qui sont plus gros que la Terre, mais jusqu'à l'équivalent de 8 fois la masse terrestre. Donc des objets qui ne sont pas des planètes géantes, mais qui sont des corps que nous ne connaissons pas, évidemment, dans le système solaire, et qui, là encore une fois, apparaissent dans les observations. Là, vous en avez deux exemples. Vous avez Kepler 452b, vous avez une découverte en 2015. C'est pas la porte à côté, hein, c'est 1400 années-lumière d'ici. Mais vous avez une autre période de révolution de l'objet de 385 jours. Et on se rapproche de ce qu'est la Terre autour du Soleil, avec une masse de la planète de 2 à 5 fois celle de la Terre. Et puis, vous en avez un autre ici, qui est aussi extrêmement intéressant. On n'a pas le temps de s'attarder sur ce type d'objet, mais ce qui est intéressant, c'est l'apparition au fur et à mesure d'observations d'objets qui s'ajoutent au bestiaire des planètes telles qu'on les connaît. Et puis, le top du top, moi j'ai trouvé ça tout à fait passionnant, c'est Proxima. Proxima, c'est Proxima du Centaure. Ce sont les étoiles les plus proches de nous. Alpha du Centaure en particulier, c'est un système triple. Vous avez 2 étoiles, une 3e étoile qui tourne autour. Et autour d'une de ces étoiles, il y a une exoplanète. Et là, vous allez dire, bon, il y en a partout, s'il y en a partout, pourquoi attirer l'attention sur celle-ci ? Parce que tout le monde connaît le film Avatar, qui montre des personnages tout à fait extraordinaires. Je cherche le nom du réalisateur, c'est Cameron. La planète imaginée par Cameron existe réellement. Alors, ce n'est pas une lune, c'est une planète, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un objet proche. Et comme c'est un objet proche, ça veut dire qu'il peut être la cible facilement des prochains télescopes qui vont être dédiés à la recherche d'exoplanètes, et en particulier, je pense au JWST, qui devrait partir dans début décembre, si tout se passe bien, de Kourou, et qui sera le successeur du Hubble Space Telescope. Donc, en très peu de temps, vous voyez vraiment que tout d'un coup, l'univers tel qu'on le connaissait, avec juste des étoiles et puis un système solaire avec des planètes, en se disant, bon, les petites sont là, puis après ça grossit, nous on est à la bonne distance, puis après il y a des géantes, tout ça vole en éclats. Ce système-là vole en éclats dans un silence total, c'est normal, c'est l'espace. Mais la question fondamentale reste, est-ce qu'on peut trouver des objets comme la Terre rapidement ? Est-ce qu'on en est capable et est-ce qu'on va en découvrir ? Aujourd'hui, on n'est plus sur la recherche individuelle, on est sur des objets, alors on a détecté plus de 4500, ça doit être déjà augmenté aujourd'hui, mais de planètes et des millions de mains, et on voit que notre cas à nous, qui est celui de la Terre, vous voyez la distance, la distance de la Terre au Soleil, c'est une unité astronomique ici, donc là il fait plus chaud, là il fait plus froid, vous voyez que ce n'est pas aberrant par rapport à la quantité d'objets découverts. Donc ce n'est pas une situation particulière qui est celle de la Terre, mais on voit surtout une extrême diversité. Et ce qui est frappant, moi ce qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est les discussions avec les exobiologistes le montrent, 10 minutes, je vais accélérer plus que beaucoup, c'est que nous avons aujourd'hui une infinité de terres possibles. Ça c'est vraiment quelque chose, et surtout une très grande variété. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi une multitude d'habitats potentiels, avec l'humour que cela suppose autour, mais on peut vraiment imaginer beaucoup de choses aujourd'hui. Le nombre moyen de planètes par étoile propice à la vie, alors là, c'est aussi un très grand mystère. Les statistiques, ou en tout cas les prévisions, vont de 40 à... Je ne sais même pas parler de prévisions, mais en tout cas, les estimations qu'on peut lire dans la littérature scientifique sont un peu ubuesques, entre 40 et 60 milliards de planètes semblables à la Terre dans notre seule galaxie. Ce qui est important, c'est l'ordre de grandeur, et on se rend compte que là aussi, on est très décalé. Bon, la fraction de ces planètes sur laquelle la vie apparaît, là on rentre dans des considérations non pas astronomiques, mais aussi biologiques, où on a peu d'informations.
on peut juste se dire que la seule façon d'avancer dans cette histoire-là, c'est peut-être d'explorer des planètes, et c'est ce qu'on fait, comme Mars, pour voir les conditions qui, il y a 1,4 ou 1,5 milliard d'années. François Forger nous en dira beaucoup plus sur le sujet, ou tu nous en dis beaucoup plus, mais en tout cas dans le passé, qui avaient des conditions similaires, ou en tout cas qui pouvaient être proches de celles de la Terre primitive, ont pu voir, ou pas, l'apparition de signes biologiques, ou en tout cas d'une activité biologique passée. C'est ce qui se fait aujourd'hui en explorant Mars avec des rovers et en ramenant des échantillons pour une analyse plus poussée sur Terre. J'adore ces images, moi je trouve ça fantastique aujourd'hui. Encore une fois, ça fait partie de la révolution et de la beauté du sujet. Et puis, évidemment, le fait de trouver des planètes différentes ailleurs, partout, et cette extrême variété, cette extrême diversité montre qu'on ne peut plus aujourd'hui considérer de façon stricte et définitive que des objets comme des satellites comme Europe, Titan, etc., tournant autour de planètes qui sont en dehors de la zone dite habitable ne pourraient pas héberger la vie elle-même. Bref. Et je passe, et pas si allègrement que ça, parce que ça suppose, je dirais, une conférence entière par un spécialiste du sujet sur les conditions de l'apparition de la vie. Comment est-ce qu'on est passé de l'inerte au vivant? Est-ce qu'on est passé de l'inerte au vivant? Est-ce que la vie n'est pas une condition naturelle d'apparition, enfin n'est pas une condition naturelle d'évolution de la complexité? Et est-ce qu'on pourrait la trouver? Nous savons aujourd'hui que nous pourrons sans doute dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, répondre à la question de est-ce que quelque chose respire à la surface d'une planète entourée d'une atmosphère. Tout simplement parce que la vie se détecte par un certain nombre de signes, même s'ils ne sont pas nécessairement toujours très clairs, mais le fait qu'il y ait de l'ozone, qu'il y ait du méthane, qu'il y ait un certain nombre d'activités biologiques visible dans l'atmosphère d'une planète, qui passe devant son étoile et qui nous donne des informations de la lumière, nous laisserait supposer qu'il y a une activité biologique à la surface. On ne saura jamais si c'est des algues bleues, enfin en tout cas on ne saura pas tout de suite si c'est des algues bleues, des forêts ou des dinosaures, mais on verra qu'il y a quelque chose qui est le signe d'une activité biologique. Et ça, c'est pas pour dans 5000 ans, c'est pour les années et les décennies qui viennent, et c'est ça que je trouve aussi extrêmement excitant. On pousse encore une fois avec l'équation de Drake toujours, la fraction de ces planètes sur laquelle apparaît une vie intelligente. Franchement, pas facile de répondre à cette question-là, si ce n'est que de regarder depuis combien de temps nous sommes là. Et je dirais, si on utilise le calendrier habituel, c'est-à-dire du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et qu'on considère que c'est l'équivalent d'un calendrier qui commence le 1er janvier et que nous sommes le 31 décembre à minuit, alors on se rend compte que le Big Bang, c'est le 1er janvier, hein, normal, mais la Terre n'apparaît qu'au mois de septembre, vers le 15 septembre. La vie dans les océans suit assez rapidement le 21 septembre. Les dinosaures, c'est le 25 décembre, et c'est pas seulement pour faire plaisir aux enfants, mais c'est le moment. Lucas apparaît le 31 décembre, Last Universal Common Ancestor, l'ancêtre commun universel à toutes les formes d'hominidés. La ligne humaine se sépare de celle des bonobos, des gorilles et des chimpanzés, quoi qu'on peut parfois en douter pour certains individus, à 21h. À 23h59 et 20 secondes, on peint on peint Lascaux, et Einstein est à 23h59 minutes et 59 secondes. Donc on voit bien que la présence de l'humanité telle qu'on la connaît n'apparaît qu'au tout dernier moment. La fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer est une inconnue. On sait très bien que on peut être incapable de voir ce qu'il y a autour de nous si nous sommes accaparés par d'autres soucis. Quant à la durée de vie moyenne d'une civilisation, alors là c'est vraiment une question sociologique, mais qui est quand même étudiée par des astronomes, et je pense en particulier à des gens qui ont fait quelques observations récentes. On peut voir aussi que
pour la durée de vie moyenne d'une civilisation, il y a des grands cycles. Donc on voit qu'il y a les premières formes de vie apparaissent, il y a 3 milliards, 5, c'est à peu près l'ordre de grandeur, première, et c'est très récent, hein, premier objet, en tout cas traces détectées de vie, et puis ensuite on voit des grands cycles. La plupart du temps, vous les connaissez, hein, ce sont les habitants des fonds des mers, l'époque cambrienne, et des formes de vie tout à fait exceptionnelles qui ont disparu. J'adore la faune de Burgess, par exemple, qui a totalement disparu avec ces incroyables bestioles que sont Hallucigenia, que sont ces dessins qui montrent que la nature, la vie a tout essayé et qu'elle n'a pas fini de tout essayer, et pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle disparaît, pourquoi est-ce qu'elle survit et quelles sont les conditions qui amènent aujourd'hui l'humanité à s'interroger sur son devenir. Bref, quand on arrive à la solution, si je puis dire, de l'équation de Drake, soit c'est 1, soit c'est plusieurs millions si la vie est commune dans l'univers. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup avancé. Si, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé sur les conditions qui sont les conditions astronomiques, les conditions mesurables. On a sans doute aussi mieux perçu la difficulté du sujet parce que c'est en cherchant qu'on a découvert des questions qui ne se posaient pas. En particulier celle de la variété et de l'immensité des possibilités offertes par l'évolution cosmique. Donc, on revient finalement à la question de Fermi, après avoir regardé quelles étaient les méthodes scientifiques utilisées pour essayer de les résoudre. Finalement, où sont-ils ? C'était la question de départ. Ça, finalement, c'est une littérature qui nous amuse beaucoup, nous, en tant que journalistes scientifiques, depuis des années, qui est comment est-ce qu'on peut résoudre le paradoxe ? Pourquoi est-ce que finalement personne ne semble n'être venu nous visiter ? Où sont les extraterrestres ? Alors il y a plusieurs solutions. Je vous en propose quelques-unes en sachant qu'il y en a au moins une soixantaine de possibles. La première, elle est assez simple, c'est que les voyages interstellaires sont impossibles parce que c'est trop loin, parce que c'est trop coûteux en énergie, parce que si vous partez avec la fusée de Charlie Duke de tout à l'heure, il vous faudra au moins 40 à 50 000 ans pour rejoindre l'étoile la plus proche. Bon, mais c'est surtout une question d'énergie. Deuxième hypothèse, elle est très drôle, c'est celle du zoo cosmique, c'est-à-dire la Terre est en quarantaine, tant qu'on n'est pas fréquentable, on ne vient pas nous voir. Et donc c'est un peu le principe de l'isola dans la forêt équatoriale, où on sait très bien que si on va visiter cette tribu, si elle existe encore, d'hommes qui n'ont pas eu de contact avec l'extérieur, alors 3 ans plus tard, ils seront alcooliques, ils auront la variole et ils voteront X. Alors là, je vous laisse compléter la fin du sujet. Autre hypothèse, seules les sociétés écologistes survivent. C'est un peu dans la lignée de la dépense d'énergie, c'est-à-dire aller loin, ça coûte cher, mais aussi essayer de réguler une planète, et c'est la question de la croissance. Et vous savez très bien que la croissance, les arbres ne poussent pas au ciel, nécessite qu'à un moment donné, les sociétés trouvent une certaine stabilité pour qu'elles équilibrent à la fois leurs dépenses et leurs ressources. Donc la durée de vie d'une civilisation est limitée, ça c'est quelque chose qu'on expérimente régulièrement, que ce soit avec la bombe atomique ou avec un certain nombre de pandémies. Mais un des travaux les plus intéressants que j'ai trouvé récemment, c'est un travail fait par Nicolas Pranzos à l'IAP, qui montre qu'en fait, il pourrait exister dans la galaxie des civilisations, mais il faudrait des conditions particulières pour qu'elles se rencontrent. Et vous pouvez le comprendre très simplement. Alors, ce sont les différentes possibilités, mais on va s'intéresser... Alors là, on va s'intéresser à celle-ci. C'est-à-dire que là, vous avez le nombre n, c'est le nombre de civilisations dans la galaxie. On prend un modèle avec 2, 10, 100 civilisations, 1000 civilisations, puis après, on voit le nombre, la durée de vie. Donc, 10 puissance 6, c'est 1 million d'années. Donc, on va s'intéresser à ça. Si vous avez donc 1000 civilisations dans notre galaxie qui sont développées, quel voyage à une vitesse de 1 millième de la vitesse de la lumière, ce qui est quand même beaucoup, et donc qu'elles ont un âge de 1 million d'années,
dans ce taux d'expansion, alors vous pouvez en avoir un assez grand nombre, mais qui ne se rencontrent jamais. Tout simplement parce qu'il faut le temps pour que ce taux d'expansion permette à ces civilisations de se rencontrer. Et donc, on se rend compte que la probabilité de contact est dépendante du volume exploré sur le volume galactique. Et donc, on voit vraiment l'importance du nombre de civilisations, de leur durée de vie et de la vitesse d'expansion. Donc, il pourrait exister dans la galaxie des civilisations, mais elles ne se rencontrent pas. Il faudrait des conditions particulières pour qu'elles puissent rentrer en contact. Bon, les robots sont l'avenir des formes biologiques, ça c'est un credo aussi extrêmement ancien. L'espace est peuplé de prédateurs, j'adore. Ça aussi c'est quelque chose qui est connu dans la fiction. Les visiteurs extraterrestres pourraient passer inaperçus. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas les voir et on pourrait ne pas être capable de les détecter. Ce sont des débats qui sont des débats assez récents, en particulier avec le passage d'un objet qui s'appelle Oumuamua, qui est arrivé récemment dans le système solaire, où certains astronomes ont dit que ce sont des vaisseaux inhabités de civilisations qui viennent de l'extérieur et qu'on n'a pas vu passer. La question de la communication avec les extraterrestres est impossible, ça les films de fiction l'ont aussi montré. Voilà. Et j'en arrive à ma conclusion, un peu pressé par le temps. Finalement, qu'est-ce que l'on peut dire sur où sont les extraterrestres? La première chose, toute raisonnable, c'est nous n'en savons rien. On peut faire un peu d'humour aussi. Je vous laisse découvrir ce petit commentaire que j'ai trouvé sur Internet qui m'a beaucoup amusé. Mais plus sérieusement, on sait que nous avons pour l'instant des outils qui permettent d'avancer. Et encore une fois, on est sur une échelle où chaque barreau va compter. Les premiers barreaux qui étaient la découverte de planètes tournant autour d'autres étoiles, le premier barreau était extrêmement important. Maintenant, on doit continuer à grimper les barreaux suivants en sachant que tous ne sont pas accessibles aujourd'hui. Ce dont on est sûr, c'est que avant longtemps, notre avenir n'est pas dans les étoiles. C'est-à-dire, ce n'est pas en nous déplaçant nous-mêmes que nous pourrons résoudre cette question. Et l'autre chose que nous apprend l'exploration des autres systèmes possibles, c'est que on ne peut plus regarder notre planète de la même façon. Elle n'est ni unique, ni, si je puis dire, exceptionnelle, sauf que nous sommes dessus, et sauf que pour l'instant, on a surtout découvert des extraterrestres comme étant des terrestres extra. Et on en a la preuve tous les jours. Bon, là, je vous ai mis un poulpe dont on connaît aujourd'hui l'intelligence et un requin qui a servi à faire peur dans les films de fiction. Mais il suffit de regarder autour de soi cette fleur qui montre la capacité de séduction du vivant pour la reproduction. Ce petit animal avec qui nous ne pouvons absolument pas communiquer, mais qui a une vie, qui a une histoire, qui est lui aussi un survivant de la grande histoire du vivant, pour se rendre compte que nous existons sur une planète qui aujourd'hui dépend en grande partie de la façon dont nous allons la gérer, avec deux grandes crises, climat, biodiversité, qui engagent notre responsabilité pour le reste, et qu'on ne peut plus habiter la planète autrement en sachant ce que nous avons découvert. Donc deux conclusions possibles pour moi. Une conclusion d'humour que je vous laisse découvrir. Est-ce que vous voyez bien? Un peu plus un petit peu philosophique. Je l'aime beaucoup. Et puis une conclusion qui est plus fictionnesque, et qui est celle d'Arthur Clarke, donc l'auteur de 2000 ans l'Odyssée de l'espace, qui dit un jour entre les étoiles, nous rencontrerons nos égaux ou nos maîtres. Je pense que tout est dit. Merci. Merci Alain Sirou pour cette conclusion un peu terrifiante quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas, chacun peut la prendre un peu comme il veut. On a un peu de temps pour quelques questions, donc écoutez, n'hésitez pas à lever la main, je vais passer le micro parmi vous. Ouais. Ah oui, alors Alain, peux-tu remettre la blague? Voilà, ça c'est une conversation dans un observatoire. T'imagines, il y a peut-être une civilisation à 10 ou 12 milliards d'années qui en ce moment même observe un point de l'espace. Voilà, un peu de considération philosophique. Et café? Ouais.
J'adore. Elle est assez absurde, mais elle montre bien le problème que nous avons à résoudre par rapport à la question astronomique. Je suis pas sûr de vous avoir entendu le dire, mais il y a combien de planètes par étoile et combien de lunes par planète? Alors, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question. Combien de planètes par étoile? En fait, les observations montrent que on peut avoir des systèmes entiers, c'est-à-dire retrouver l'équivalent du système solaire. On a des observations à 6, 7, 8 planètes, parfois une, parfois pas. Mais c'est quand même une moyenne. Et les exolunes, ben, c'est très récent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tomber sur un système en formation. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que, et c'était l'apport de l'image, hein, c'est à la fois de montrer la qualité aujourd'hui des observations qui permet d'avoir une très très grande précision, et d'autre part de montrer que le système de formation d'un satellite peut être identique autour d'une planète à un système de formation de planètes autour d'une étoile. Et les grandes discussions ont encore lieu sur la formation de la Lune. Ce n'est pas encore aujourd'hui très très clair, mais parmi les hypothèses, il y a celle d'un disque de débris autour de la Terre et par accrétion, la formation de satellites de type lunaire autour d'une planète. Et là, on a une observation qui montre qu'on voit ça en dehors de notre propre système. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai 31 ans et j'aimerais beaucoup, avant de mourir, avoir cette news quelque part un jour. Oui, ça y est, nous avons trouvé une trace de vie extraterrestre. Comme vous le disiez, peut-être une algue, quelque chose, peu importe, un microbe. Vous pensez que c'est probable d'ici les 50 années à venir ou peu probable? C'est une question difficile. Je suis comme vous, moi je suis très excité à l'idée qu'on ait une preuve. Le problème, ça va être la qualité de la preuve. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que nous disent, et je me tourne vers François, mais les gens qui travaillent sur Mars, c'est qu'on ne peut rien savoir, par exemple, de ce qui a pu exister sur Mars si on ne ramène pas des échantillons martiens pour être sûr de façon certaine qu'on a des bonnes informations sur l'échantillon qui est ramené. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que moi, mon sentiment pour suivre, je pense comme tous les journalistes scientifiques, comme David, comme plein, qui a écrit un excellent livre sur les exoplanètes, et je pense qu'il ne faut pas le rater, loin de là, parce qu'il y a beaucoup d'informations scientifiques extrêmement intéressantes, c'est que c'est un domaine qui n'arrête pas d'évoluer. Ça change extrêmement vite et moi mon espoir, ma conviction, c'est qu'on va aller de surprise en surprise. Et c'est marrant, moi j'ai un âge qui m'a permis de suivre avec Voyager, par exemple, l'exploration du système solaire. Et je me souviens très bien d'avoir été avec André Braic aux États-Unis au moment où la sonde Voyager passait près de Neptune. Et c'était une excitation extraordinaire parce que chaque nouvelle observation était une découverte. Et on ne s'attendait pas à ça. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que ma conviction, c'est que les outils en développement aujourd'hui pour observer des exoplanètes ou pour aller plus loin ne vont pas cesser de nous apporter des surprises. Donc il y a ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut attendre. Et je vous montrais l'idée que si on a une exoplanète qui passe devant son étoile, qu'elle est éclairée par la lumière de l'étoile et que dans l'atmosphère de la planète, on a la signature de l'ozone ou du méthane, il y aura toujours des discussions pour savoir si c'est biologique ou pas biologique. Donc, c'est extraordinairement difficile d'avoir, entre guillemets, une preuve qui fasse que on dit, ça y est, c'est sûr, c'est certain. Sauf qu'on sait, et c'est ça quand même l'enjeu extraordinaire, c'est qu'on sait que quand on en aura une, ça veut dire qu'on n'est pas seul, on n'a pas un seul point, on a un deuxième point. Et si on a un deuxième point, c'est comme les cèpes dans la forêt, c'est-à-dire qu'on va en trouver partout. Et le fond du fond, c'est est-ce que l'aventure de la vie qui s'est passée sur la Terre depuis des milliards d'années a pu se passer ailleurs? Est-ce que c'est un phénomène courant, commun ou pas?
Et ça, on n'avait pas l'embryon d'un morceau de réponse avant qu'on découvre l'existence de planètes tournant autour d'autres étoiles. Et c'est ça qui, pour moi, est important, c'est que on voit bien cette échelle, on voit bien qu'on a grimpé les premiers barreaux. Et donc, la qualité de la preuve va être absolument déterminante, mais faites attention à ce que l'on vous annonce aujourd'hui, dans les temps qui viennent, ne soit pas trop propagandiste, parce que les termes, et j'ai essayé de vous montrer que quand on utilise le mot super terre, par exemple, ça laisse supposer que c'est comme la Terre mais en plus gros. On a même vu des terres super habitables, mais on voit apparaître ça dans la communication scientifique. Alors, pas nécessairement toujours des scientifiques, mais des communicants qui sont chargés de valoriser. Il y a une vraie bagarre. La bagarre de celui qui a découvert la première exoplanète, donc Mayor et Kellos, c'était la bataille aussi du Nobel. C'était pas ça qui motivait Mayor et Kellos, mais ça veut dire que pour les États qui financent la recherche, c'est extrêmement important. Donc on a intérêt à survaloriser parfois la découverte, exciter la curiosité. C'est toujours plus facile de vendre une info qui dit « Waouh, il y a peut-être eu de la vie sur Mars il y a 3 milliards d'années » que de dire « On a découvert telle substance qui autorise la possibilité que dans certaines circonstances… » Oui, l'eau chaude se vend toujours beaucoup plus clairement que l'eau tiède. Donc il va falloir être extrêmement vigilant pour nous et ne pas nous laisser envahir par… des annonces propagandistes. Il va falloir qu'on fasse exactement comme pour les ovnis, c'est il nous faut la preuve, amenez-moi la preuve. Une preuve irréfutable et une preuve qui soit acceptée par tous. Mais moi je trouve extraordinairement excitant qu'on dispose aujourd'hui d'une méthode et d'outils qui permettent de progresser à la résolution de ces questions. J'ai l'espoir, l'envie de pouvoir répondre de pouvoir vivre dans à ce moment qui dirait on a trouvé de façon sûre et certaine qu'une activité biologique, quelle qu'elle soit, existe dans le cosmos. Ça, je trouve ça extraordinairement excitant. Est-ce qu'on pourrait imaginer une vie avec une chimie différente de la nôtre? Alors au lieu que ce soit de l'eau, ce serait du gaz carbonique liquide, je ne sais quoi, voilà. Oui, c'est vrai que quand on discute avec des biologistes, qui n'est pas du tout mon terrain, mais quand on discute avec des biologistes, ils disent oui, on peut imaginer une vie du silicium, on peut imaginer… bon, mais ils disent aussi que finalement, pourquoi aller chercher compliqué alors qu'on a simple sous les yeux? Et la chimie du carbone qui permet, je dirais, d'accrocher beaucoup de molécules autour du carbone et la présence de l'eau qu'on appelle souvent une marieuse, hein, c'est-à-dire celle qui facilite les rencontres et quelque chose qu'on retient aujourd'hui. Ça n'exclut pas le reste, mais c'est ce qu'on observe autour de nous et pour le compte aujourd'hui, ce qu'on retient. Bonsoir, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Alors, ma question en fait, parce que là ce que je vois, ce sont surtout des programmes où on essaie d'écouter, c'est réceptif, c'est passif. Est-ce qu'il y a un quelconque programme où on émet quelque chose dans l'espoir qu'un jour ça va être reçu? Ça m'a fait penser au roman de Carl Sagan, de Contact, oui. où les extraterrestres interceptent, je crois que c'est d'ailleurs une rétrospection télévisée d'Hitler, ironiquement, comme ambassadeur, et après il nous la renvoie à nous. Alors, est-ce qu'il y a un programme, à quelque part, sur Terre, où on pompe un signal, je ne sais pas, quelque chose, en espérant qu'un jour, peut-être, il soit reçu? Je ne pense pas qu'il y ait un programme aujourd'hui qui fasse cela. Par contre, il y a eu des tentatives, enfin, c'est pas des tentatives, il y a eu des émissions. Et je pense en particulier à ce radiotélescope à Arecibo, qui aujourd'hui a disparu, s'est effondré, qui a servi à communiquer, ou en tout cas à envoyer des informations ciblées en direction d'un amas. Je crois que il me semble que c'est Oméga du Centaure, si mes souvenirs sont bons. Avec une grande problématique, c'est de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on envoie comme signal? Donc ça, c'est sociologiquement extrêmement intéressant. C'est à ça que s'est intéressé aussi Carl Sagan avec sa femme, lorsque ont été conçus les messages positionnés sur les sondes Pioneer et Voyager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça partirait pas de la même façon. On voit comment dire, un homme et une femme tout nus,
dont on a masqué les organes sexuels, avec l'homme qui fait ça, la femme qui n'a aucune activité, voilà. Et évidemment, tout le monde leur est tombé sur le poil immédiatement en disant mais ça veut peut-être dire je vous déclenche la guerre. Pourquoi est-ce que la femme ne fait aucun signe et pas l'homme? Et lorsque le vaisseau est parti, il y avait dans le New York Times, si mes souvenirs sont bons, un petit dessin qui montrait un Jupitérien et une Jupitérienne, à supposer que la planète ait été solide, qui regardaient la sonde qu'ils étaient écrasés sur leur planète. Ils avaient fait une belle erreur, mais bon. Je disais, tiens, c'est marrant. Ils étaient en costard-cravate. Je dis, mais c'est marrant, mais en fait, les terriens nous ressemblent beaucoup, à part qu'eux, ils vivent tout nus. Donc, en fait, communiquer vers l'extérieur, c'est se poser la question de savoir quel est le message. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, qui est aussi très drôle, c'est que, alors je crois que c'est Oméga du Centaure, ça doit être à 40 000 années-lumière d'ici. Donc le temps que les messages arrivent, même si c'est focalisé, donc dans 40 000 ans, le message arrive, et à supposer que quelqu'un réponde, donc 40 000 ans plus tard, donc dans 80 000 ans, il faudra guetter le retour. Et si le retour, c'est, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, j'ai mal entendu, on a un problème. En fait, je pense que ce sont des tentatives et symboliques et désespérées, mais qui montrent qu'en fait l'extraterrestre, et c'est pas une conclusion inintéressante, c'est que l'extraterrestre c'est l'autre. Et c'est nous à la fois. C'est notre question sur comment on approche et comment on comprend l'étranger. Et ce que montre aujourd'hui bon nombre de discussions sur ce à quoi l'exploration spatiale aboutit, et c'est la présence de l'homme sur la Lune qui m'y fait penser, mais c'est Bruno Latour qui le dit. Il dit voilà, quand on a été autour de la Lune, on a découvert la Terre. Ça, c'est pas nouveau, on a inventé l'écologie, on a vu pour la première fois la Terre qui ressemble à un vaisseau spatial, avec une atmosphère, des ressources limitées, un équipage, ce qui doit être solidaire, et une destination inconnue. Et ça, c'est une révolution équivalente à la révolution copernicienne. Sauf qu'on ne l'a pas encore intégrée. Sauf qu'on est absolument persuadé que quand on regarde le ciel, quand on part dans l'espace, on part ailleurs. Mais regardez, qu'est-ce que nous envoie Thomas Pesquet depuis l'espace? Des photos de la Terre. Et quand ils reviennent, ces astronautes qui sont partis visiter l'univers, ils reviennent plutôt écolos. Ils ont constaté que vu de là-haut, c'est pas mieux que vu d'en bas, voire il n'y a pas de frontières, etc. On est, je ne vais pas dire bloqué dans notre système, mais on n'a pas encore compris que regarder l'espace, c'est regarder aussi dans un miroir en ce qui nous concerne. Et je crois que la question de la communication avec d'hypothétiques civilisations intelligentes est en fait du même ressort. Oui, donc merci pour la conférence. Ça revient en quelque sorte avec la question sur le modèle chimique, mais est-ce que le fait qu'on ait une vision assez anthropomorphique qui s'applique naturellement sur la recherche extraterrestre ne limite pas en quelque sorte aux possibilités de rencontrer une civilisation qui serait développée sur un tout autre modèle, que ce soit dans l'essence, dans la construction physique ou même mentale? Parce qu'il y a cette idée de communication, mais est-ce que même la communication est possible même si les deux parties le veulent? Je pense que vous avez apporté la réponse en formulant votre question. Il y a un astronome qui s'appelle Fred Hoyle, à qui on doit le terme Big Bang, qui se moquait de cette idée que l'univers ait eu un jour une naissance explosive, en disant c'est n'importe quoi, c'est un Big Bang, a écrit un livre de science-fiction qui s'appelle Le Nuage Noir, et qui raconte l'histoire d'une nébuleuse, entre guillemets, intelligente, c'est-à-dire une nébuleuse qui pense, et qui ne peut pas être comprise ni détectée par les humains, parce que ce n'est pas la forme à laquelle on s'attend à communiquer, qui est même incapable d'interagir avec nous, parce que c'est tout à fait autre chose. Je pense que la question, effectivement, vous l'avez résolue en la posant comme cela, et on peut aussi, pour rester sur Terre, se dire comment nous-mêmes communiquons avec
qu'on peut appeler les autres, ce que Bruno Latour appelle les terrestres, c'est-à-dire ceux qui vivent sur la Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez une discussion avec une araignée? Est-ce que vous échangez avec un poulpe? Est-ce que vous êtes capable de communiquer avec des plantes en sachant qu'elles sont sensibles à votre présence, à ce que vous faites, etc. Donc, c'est une question éminemment complexe, mais extraordinairement riche pour ce qui va arriver lorsqu'on aura franchi le barreau de se dire que là, il y a des signes d'activité biologique dont on espère qu'elle pourrait répondre à quelque chose qui soit la présence d'une vie. Et la question suivante sera finalement comment on peut, ou comment est-ce qu'on peut tenter de communiquer. Très bien, écoutez, merci beaucoup Alain Sirou. On aurait pu en parler jusqu'au bout de la nuit, mais... Merci.